En Ouganda, Stella Nyanzi, universitaire et militante, a de nouveau été inculpée et placée en détention provisoire. Ce mercredi, elle est cette fois-ci accusée de propos obscènes à l'adresse du président Museveni et de sa défunte mère. Le dépouillement se poursuivait tard mercredi soir à Madagascar, après le premier tour de la présidentielle. Mais Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, deux des candidats, se sont dit confiants dans leur victoire. En Afrique, les excisions et mutilations sexuelles sont significativement en baisse dans le rang des enfants de 0 à 14 ans. C'est une étude publiée mercredi qui le dit. Plus de précisions à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres de cette édition. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Une universitaire et militante ougandaise, Stella Nyanzi, a de nouveau été inculpée et placée en détention provisoire mercredi pour des propos obscènes postés sur son compte Facebook à l'adresse du président Yoweri Museveni et de sa défunte mère. Le docteur Nyanzi est apparu devant le tribunal aujourd'hui après avoir passé 5 jours en cellule dans un commissariat et elle a été inculpée pour avoir prétendument perturber la paix, la tranquillité ou le droit à la vie privée du président Museveni et de sa mère défunte, a expliqué son avocat Isaac Sema Kade. En 2017, Stella Nyanzi avait déjà été arrêtée et placée en détention pour avoir notamment comparé le président Museveni au pouvoir depuis 1986 à une paire de fesses. Elle avait aussi multiplié les attaques nominatives contre la ministre de l'Éducation, qui n'est autre que l'épouse du président Museveni. Chercheuse associée à la prestigieuse université de Makerere à Kampala, Nyanzi est titulaire d'un doctorat sur les sexualités en Afrique. Au Rwanda, le parquet a requis 22 ans de prison contre l'opposante Diane Rwigara, accusée d'incitation à l'insurrection et de falsification de documents. C'était lors d'un procès qui s'est tenu ce mercredi à Kigali. Le verdict de ce procès est attendu le 6 décembre prochain. Plus de précisions à travers cet élément. 22 ans de prison, c'est la peine requise par le parquet rwandais contre l'opposante Diane Rwigara, accusée d'incitation à l'insurrection et de falsification de documents lors d'un procès tenu ce mercredi à Kigali. Le parquet a également demandé 22 ans de réclusion contre sa mère Adeline Rwigara pour incitation à l'insurrection et promotion du sectarisme au Rwanda. Le verdict est attendu le 6 décembre prochain et sera rendu par une formation de 3 juges. Diane Rwigara, sa mère et sa sœur Anne avaient été arrêtées et emprisonnées en septembre 2017. Diane et sa mère ont été remises en liberté sous caution début octobre. La sœur avait retrouvé la liberté 1 an auparavant, les charges pesant contre elle ayant été abandonnées. Depuis son arrestation, Diane Rwigara dénonce des poursuites montées de toutes pièces et liées à son engagement politique, notamment sa tentative de se présenter à la présidentielle d'août 2017. La commission électorale avait invalidé sa candidature, arguant de plusieurs signatures falsifiées dans son dossier. Diane Rwigara avait tenté en vain de participer à l'élection présidentielle de 2017 contre le président sortant Paul Kagame, dont elle est devenue l'une des principales opposantes. Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, deux des candidats à la présidentielle malgache, se sont dit confiants dans leur victoire après le premier tour organisé dans le calme mercredi dans ce pays coutumier des crises politiques. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, n'a pas commencé à publier les résultats. Mais dans la soirée, 2 des favoris des anciens présidents ont pris la parole à leur quartier général respectif, satisfaits des premiers résultats communiqués par leurs représentants dans les bureaux de vote. Si aucun des 36 candidats à cette présidentielle n'a obtenu 50% des voix mercredi, un second tour est prévu le 19 décembre. Le dépouillement se poursuivait jusque tard dans certains bureaux de vote hier. Quant aux résultats finaux, ils prendront près de 3 semaines à être annoncés. Au moins 16 soldats nigérians sont portés disparus après une attaque attribuée au groupe djihadiste Boko Haram contre la ville de Koukawa dans la région du lac Tchad. L'attaque a été revendiquée par le groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, l'une des factions du groupe djihadiste qui a également revendiqué la mort de 15 soldats. Les images.
Les combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, l'une des factions du groupe Boko Haram, ont attaqué un marché local et une base militaire dans la soirée de lundi. Selon des sources militaires et sécuritaires, au moins 16 soldats nigérians sont portés disparus après cette attaque dans la ville de Koukawa, dans la région du lac Tchad. Les djihadistes qui ont revendiqué l'attaque et la mort de 15 soldats de la force d'intervention régionale ont pillé la base militaire, notamment le matériel médical ainsi que le marché. 2 véhicules blindés de l'armée ont été détruits. Un membre des milices civiles qui appuie l'armée dans le combat contre Boko Haram a toutefois fait mention d'un civil tué pendant les combats. Les insurgés ont attaqué la ville lundi vers 16h25 GMT et ont commencé à piller le marché et à voler l'argent des civils, particulièrement les marchands de bovins. Ils ont ensuite attaqué la base militaire, forçant les soldats à se retirer. Boko Haram a intensifié ses attaques au cours des derniers mois contre les bases militaires de Borno et de l'État voisin de Yobe, en dépit des affirmations des militaires selon lesquelles les forces régulières ont pris le dessus sur les djihadistes. La crise dans le Golfe est toujours d'actualité. L'Égypte a averti qu'elle interviendra militairement en cas de menace sur la sécurité des pays membres. C'est le quotidien gouvernemental Al-Ahram qui a cité le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a assuré lors d'une rencontre à huis clos mardi avec la presse locale et étrangère à Sharm el-Sheikh que l'Égypte mobilisera ses forces pour soutenir ses frères si la sécurité du Golfe est directement menacée. Sisi n'a toutefois pas précisé à qui s'adressait cette mise en garde. Il faut préciser que l'Égypte organise actuellement des exercices militaires conjoints avec plusieurs pays du Golfe et la Jordanie, intitulés Bouclier des Arabes 1. Le régime de Sisi a considérablement renforcé les liens entre le Caire et les pays du Golfe, en particulier avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Par ailleurs, Riyad et Abu Dhabi ont soutenu financièrement le Caire après la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi à l'été 2013. Comme l'Arabie saoudite, les Émirats, mais aussi le Bahreïn, l'Égypte a rompu ses relations diplomatiques avec le Qatar, que Riyad accuse de soutenir le terrorisme et d'être proche de l'Iran, ce que dément Doha. Depuis mars 2015, les forces armées égyptiennes font partie de la coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite dans la guerre au Yémen. Je l'annonçais en titre, encore largement répandu en Afrique, les excisions et mutilations sexuelles sont significativement en baisse dans le rang des enfants de 0 à 14 ans. C'est une étude publiée mercredi dans le magazine BMJ Global Health qui véhicule l'information. Plus de précision à travers ces images. Le constat est là. Les campagnes de sensibilisation sur les excisions et mutilations sexuelles portent des fruits en dépit de disparités selon les pays. L'étude menée à partir des données de l'UNICEF fait état d'une baisse encourageante de ces pratiques mutilantes en Afrique de l'Est, soit 7,3% en moins par an entre 1995 et 2014. En revanche, le rythme de déclin de ces pratiques est plus lent en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Selon les estimations de l'UNICEF, 200 millions de femmes et d'enfants dans le monde ont subi des mutilations sexuelles. Les chiffres disponibles montrent que ces pratiques sont particulièrement préoccupantes en Afrique, entre autres. Ce sont plus de 3 millions de petites filles en Afrique qui courent le risque de subir ces mutilations chaque année. Dans certains pays comme le Mali, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau, Djibouti et le Soudan, plus de 40% des enfants de 0 à 14 ans subissent une mutilation génitale chaque année. L'étude appelle à maintenir les campagnes pour convaincre les populations d'abandonner ces pratiques aux conséquences dévastatrices en termes de santé sexuelle et psychologique et à en faire un enjeu majeur de santé publique. Le déclin observé est une bonne nouvelle, mais la prudence s'impose. Il pourrait y avoir des sous-déclarations de la part des populations dans des pays où les mutilations sont interdites de peur d'une sanction. La dépigmentation, l'un des fléaux qui entache l'identité d'une frange des Africains noirs, était au centre d'une rencontre à Cotonou, capitale économique du Bénin. Une occasion de plus pour mettre en relief les nombreuses conséquences de cette pratique. Les images.
Jamais on ne le dira assez. Le décapage de la peau est un danger qui malheureusement résiste au temps. Et pourtant, il y a lieu que les mordus ainsi que les recrues potentielles prennent conscience des risques de santé qu'engendre la pratique. C'est un viol qui a beaucoup de causes, beaucoup de conséquences. Et de plus en plus, on en arrive à des grosses complications telles que des carcinomes, c'est-à-dire des cancers cutanés, qui avant n'arrivaient pas chez des sujets noirs et qui maintenant, depuis l'année 2008, nous avons commencé à enregistrer des cas de cancer cutané liés à la dépigmentation. J'aimerais dire que par exemple au Bénin, on a une forme particulière de dépigmentation, c'est celle qui se passe chez les nouveau-nés, chez les nourrissons. Vous avez des crèmes particulières qui sont appliquées chez les nouveau-nés et chez les nourrissons dans le but de les éclaircir. Et ces crèmes sont en particulier à base de corticoïdes. Et ça, c'est vraiment une grosse fatalité donc, de la dépigmentation. Des décennies maintenant que se mène une lutte acharnée contre le phénomène qui ne semble pas regresser. Peut-être faudrait-il changer de fusil d'épaule. On dit souvent qu'il faut lutter contre la dépigmentation. Mais dans notre approche, on s'est rendu compte que les luttes violentes contre la dépigmentation ne sont pas prospères. Il faut aller vers des sensibilisations progressives. Et toutes les classes, que ce soit médecins, pharmaciens, esthéticiens, psychologues, les présidents des ONG panafricanistes, tout le monde doit mettre sa main à la tâche pour éradiquer ce fléau qui est en train donc alors de détruire nos sociétés. Assumer son identité, c'est aussi être fier de son physique. Toujours au Bénin, il a été procédé au lancement d'un ouvrage qui retrace le chemin de retour des esclaves en Afrique, intitulé « Du Brésil au Bénin ». Le livre a réuni d'éminentes personnalités du monde littéraire et des membres de la Fondation du patrimoine afro-brésilien au Bénin qui ont travaillé à sa rédaction. Du Brésil au Bénin, contribution à l'étude des patrimoines familiaux Agouda au Bénin. Ainsi s'intitule l'ouvrage lancé par la Fondation du patrimoine afro-brésilien au Bénin. Le thème de l'ouvrage est calqué sur la révolte des esclaves, notamment la révolution qui a eu lieu en 1830 et qui a permis le retour des esclaves noirs sur leur terre d'origine. En d'autres termes, un soulèvement qui a été possible grâce aux Agouda. Le travail a été réalisé sous la coordination scientifique des auteurs tels qu'Alexis Adandé, Lisa Earl Castillo, Didier Huenoudé, Louis Parès et Élisée Soumoni. Nous avons voulu nous intéresser au mouvement de ceux qui sont revenus. Parce que ceux qui sont partis initialement sont supposés même ne pas revenir. C'est pour ça que nous avons des portes de non-retour. Mais ils sont revenus. Nous avons essayé de réécrire, de suivre l'odyssée de ce retour, qui n'était pas simple. Comment ils se sont organisés pour revenir, comment ils ont pu financer les mouvements de retour, comment ils étaient organisés avant de partir de là-bas et comment ils se sont réinsérés dans la société qui était la leur. Voilà, c'est ça. Et pour faire ce travail, il faut un regard croisé. Les deux côtés, les traditions et les documents au Brésil. Ensuite, les mémoires des familles de ceux qui sont revenus, en interrogeant notamment les familles des leaders qui ont conduit le mouvement de retour. C'est ça. Et c'est pour ça que dans le livre, il y a quelques profils biographiques des familles qui sont revenues au cours du 19e siècle. Au-delà des lecteurs, ce sont les rayons des bibliothèques béninoises qui s'en sortent heureux. Avec ce livre de 110 pages, publié aux éditions Pluriel en mars dernier, et qui relate l'histoire des Afro-Brésiliens et ressort leur sens de responsabilité afin de préserver les patrimoines culturels des esclaves revenus au cours de la dite révolte de 1830. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable suite de programme sur Sika.